Personne de ma famille n'est venu à mon mariage. Quelques semaines plus tard, mon père m'a envoyé un texto, besoin de 8400 $ pour le mariage de ton frère. J'ai envoyé $1 avec les meilleurs vœux. Puis j'ai dit à mon mari de changer les serrures. Ensuite, mon père s'est pointé avec les flics. Je m'appelle le commandant Emily Carter, des US Navy SEAL. Et le jour de mon mariage, il y avait 142 invités. Pourtant, pas un seul d'entre eux n'était de ma famille. Quand les portes de l'église se sont ouvertes, la lumière du soleil s'est déversée dans l'allée, comme un projecteur de scène. L'orgue a commencé à jouer, et tout le monde s'est retourné. Des appareils photos, des chuchotements, des sourires, sauf aux 3 premiers rangs, où j'avais réservé des places pour mes parents et mon frère. Ils sont restés vides, garnis de rubans blancs qui n'ont jamais été touchés. J'ai descendu l'allée seul. Pas de bras de mon père, pas de pas pour me guider, juste le claquement de mes chaussures sur le marbre et le rythme régulier de ma respiration. Des années d'entraînement au commandement m'avaient appris à garder mon sang-froid sous la pression. Pourtant, quand j'ai jeté un regard vers ces sièges vides, quelque chose en moi a flanché. J'ai fixé mon regard droit devant, sur David, l'homme qui m'attendait à l'hôtel. Il a souri. Il était calme, de ce genre de calme qui vient quand on gagne sa vie en construisant des moteurs. David n'a jamais servi dans l'armée, mais il comprenait la structure, la fiabilité et le courage tranquille. C'était suffisant. Quand je l'ai rejoint, il a pris ma main, et pendant un instant, j'ai oublié chaque absence dans la pièce. La cérémonie s'est déroulée comme sur du papier à musique. L'aumônier, un vieil ami de la Navy, a parlé doucement de loyauté et d'endurance. Chaque mot avait un double sens pour moi. Loyauté et endurance au combat dans la famille. Quand le moment des vœux est arrivé, ma voix n'a pas tremblé. J'avais déjà tout promis à mon pays auparavant. Faire une promesse à David semblait simple en comparaison. Après les applaudissements, la musique et la file d'invités nous serrant la main, la soirée s'est fondue dans les rires et le champagne. La famille de David a dansé. Sa mère m'a serré dans ses bras et m'a murmuré « Tu nous as, maintenant ». C'était censé être un réconfort, mais ça a piqué plus que ça n'a guéri. Je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil à la porte, m'attendant à moitié à voir mon père arriver en retard, faisant son entrée avec une excuse quelconque à propos du trafic. Il n'est pas venu. Ni ma mère, ni mon frère, dont le dernier SMS, il y a des mois, disait simplement « N'attends pas grand-chose de nous ». Plus tard, quand les invités furent partis, David et moi nous sommes assis sur le balcon de l'hôtel surplombant le port. Des navires scintillaient au loin, leurs moteurs bourdonnant sourdement dans la nuit. Je sirotais du champagne, mais il avait un goût de sel. Mon téléphone était posé sur la table, écran sombre, attendant toujours un message qui ne viendrait pas. David a dit doucement, « Tu n'es pas obligé de continuer à attendre, M, je sais », ai-je dit, même si ce n'était pas vrai. Dans la Navy, on apprend à s'attendre au pire, mais à se préparer quand même au meilleur. J'avais espéré, peut-être, qu'il changerait d'avis. Il a posé sa main sur la mienne. La famille, ce n'est pas ceux qui sont censés être là. Ce sont ceux qui viennent vraiment. Je lui ai souri, mais quand il s'est détourné, mes yeux se sont remplis de larmes que j'ai refusé de laisser couler. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux. J'étais assise près de la fenêtre, toujours dans le peignoir de soie que l'hôtel nous avait donné, et je regardais à nouveau le port. C'était paisible, le genre de matin qui vous convainc presque que la douleur n'était qu'un rêve. Mais j'ai alors vu l'invitation pliée sur la table, celle adressée à M et Madame Thomas Carter et famille, intacte. Je l'ai prise, j'ai passé mes doigts sur les lettres en relief, puis je l'ai pliée une fois de plus et l'ai glissée dans la poche de ma veste d'uniforme. Certains rappels ont besoin de faire mal. Ils vous gardent honnête. Nous avons passé la semaine suivante à voyager le long de la côte, visitant de vieux chantiers navals et des restaurants tranquilles. David adorait les petites villes. J'adorais le regarder parler à des inconnus, comme si tout le monde avait une histoire qui valait la peine d'être connue. Pendant un moment, j'ai oublié ma famille. Mais quand nous sommes rentrés chez nous, à Norfolk, le silence m'a de nouveau accueilli. Je n'avais pas réalisé à quel point le silence pouvait être lourd, jusqu'à ce qu'il devienne la seule chose que mes parents me donnaient. Les jours passaient. Je me suis plongé dans le travail, entraîné les recrues, examiné les rapports logistiques, encadré les jeunes officiers qui me rappelaient celles que j'étais 10 ans plus tôt. La discipline était plus facile que le deuil. Pourtant, la nuit, quand David s'endormait, je faisais défiler de vieilles photos.
La remise de diplôme de mon frère, le dîner d'anniversaire de mes parents, le Thanksgiving avant mon premier déploiement. Sur chaque image, j'étais en uniforme, souriant trop largement, essayant trop fort. Je me demandais si c'était à ce moment-là qu'ils avaient commencé à m'en vouloir, quand mes réussites étaient devenues un miroir de tout ce que mon frère n'était pas. Je n'ai jamais désobéi à mon père en grandissant. C'était un directeur d'école, strict, respecté, fier. Quand je me suis engagé, il a dit, l'armée n'est pas une place pour une fille. Quand je suis rentré en tant qu'officier civil décoré, il a dit, ne prends pas la grosse tête. Quand j'ai eu une promotion, il n'a rien dit du tout. Alors peut-être que j'aurais dû m'attendre au siège vide. C'était peut-être sa dernière leçon. Le silence comme punition. Un soir, j'ai quand même essayé de l'appeler. Le téléphone a sonné 2 fois avant de basculer sur la messagerie vocale. J'ai laissé un message simple. Salut papa. Je voulais juste que tu saches que le mariage s'est bien passé. Je vais bien. J'ai raccroché avant que ma voix ne se brise. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une carte de l'un de mes coéquipiers de la Navy qui était présent. Il y avait écrit, tu te tenais plus droit en marchant seul que la plupart des gens avec une armée derrière eux. Cette phrase m'est restée. Ce n'était pas de la fierté que je ressentais, juste la confirmation que je n'avais pas imaginé cette solitude. David a trouvé la carte sur mon bureau et l'a lue en silence. Tu as vraiment marché seul, hein? Ouais, ai-je dit, et je suppose que je vais continuer à le faire. Il a secoué la tête. Non, tu ne le feras pas. Tu m'as, maintenant. Tu as un foyer. Pour la première fois, je l'ai cru. J'ai pensé que peut-être, juste peut-être, le silence de ma famille finirait par devenir un bruit de fond, une blessure qui ne se rouvrirait pas. J'avais tort. Parce que des semaines plus tard, au moment où je m'y attendais le moins, le silence a été rompu par un unique message de mon père. Un SMS si absurde, si audacieux, que j'ai dû le lire 2 fois pour y croire. Besoin de 8400 $ pour le mariage de ton frère. Tu as toujours été la responsable. Je fixais l'écran, la bouche entr'ouverte. Après des mois de rien, pas un appel, pas une félicitation, il me contactait pour demander de l'argent pour le mariage de mon frère. David a regardé par-dessus mon épaule. Tu plaisantes. Non, ai-je dit, c'est bien réel. J'ai posé le téléphone et j'ai ri. Un rire court, amer, presque hystérique. Ce n'était pas de l'humour. C'était de l'incrédulité rendue sonore. Le genre de rire qu'on utilise quand les mots ne suffisent plus. David a dit tranquillement, « Qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai fixé le téléphone pendant un long moment. Puis je l'ai pris, j'ai ouvert mon application bancaire, et j'ai envoyé exactement $1. La note disait, « Meilleurs vœux ». Ensuite, j'ai bloqué le numéro, je me suis tourné vers David et j'ai dit, « Change les serrures demain ». Il a hoché la tête sans poser de questions. Parce que dans notre maison, le silence n'était plus un danger. C'était la paix. Le matin après avoir envoyé ce virement de $1, je m'attendais à moitié à ce que le monde réagisse. Un appel téléphonique, une porte qui claque, une tempête. Mais le ciel est resté calme, un gris tranquille au-dessus de Norfolk. David est parti tôt au travail, son café à la main, et m'a embrassé sur le front comme si de rien n'était. J'étais assise près de la fenêtre, mon ordinateur portable ouvert, prétendant examiner un rapport de ravitaillement, mais mes yeux revenaient sans cesse au téléphone sur la table. Le numéro bloqué me narguait, posé là, dans un silence de défi. Mon père m'avait élevée pour être obéissante, disciplinée, mais il avait oublié que la discipline est à double tranchant. À midi, je l'ai débloqué. Non pas parce que je voulais parler, mais parce que le silence avait commencé à résonner plus fort que n'importe quel message. 2 minutes plus tard, un nouveau SMS est apparu. C'est drôle. Je ne te pensais pas si mesquine. Le mariage de ton frère est le mois prochain. Ne nous embarrasse pas encore une fois. Je l'ai lu 2 fois. Mesquine. Ce mot a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Ce n'était pas l'insulte. C'était la cruauté désinvolte. Comme si tout ce qui existait entre nous avait été réduit à une facture. J'ai tapé une douzaine de réponses avant de toutes les effacer. Chaque version semblait trop insignifiante, ou trop colérique. Puis je me suis souvenu de quelque chose que mon instructeur avait dit un jour. Le silence est la réponse la plus bruyante au manque de respect. Alors, j'ai éteint mon téléphone. Ce soir-là,
David est rentré à la maison et m'a trouvé en train de polir mes médailles, chose que je n'avais pas faite depuis avant le mariage. Ça va? A-t-il demandé doucement. Je les garde juste propres. Il s'est appuyé contre l'encadrement de la porte. Tu n'as rien à lui prouver. Je ne le fais pas pour lui, ai-je dit. Je me le prouve à moi-même. Que tout ça. J'ai désigné les rubans et les insignes, point n'a pas été gaspillé pour quelqu'un qui ne peut pas voir au-delà de sa propre fierté. David a souri tendrement. Tu sais, pour quelqu'un qui a connu le combat, tu es nul pour ignorer les mines. Il n'avait pas tort. Les semaines suivantes m'ont semblé étrangement plus légères. Je me suis jeté dans le travail, planifiant l'entraînement matinal à 5 heures. Mon unité avait un nouveau groupe de recrues, et leurs yeux écarquillés me rappelaient mon moi plus jeune. Avide, naïf, pensant que les médailles pouvaient réparer ce que la famille avait brisé. Un après-midi, alors que je débriefais une réunion logistique, le chef Ramos, mon commandant en second, m'a arrêté dans le couloir. « Madame » a-t-il dit prudemment. « J'ai vu votre père la semaine dernière. » Je me suis figé. « Pardon ?» Il était en ville. Il a dit qu'il voulait savoir sur quelle base vous étiez. Il a demandé à de vieux contacts de la Navy. « Comment savez-vous ça ?» Ramos a hésité. Il est passé au café près des quais. Il a posé des questions sur vous. Il a dit que c'était une affaire de famille. J'ai pris une profonde inspiration. Vous ne lui avez rien dit, n'est-ce pas? Il a secoué la tête rapidement. Bien sûr que non, madame. Bien. Je me suis éloigné avant qu'il ne puisse poser de questions. Mon père avait franchi une ligne. Pas avec la police, pas avec l'argent, mais avec le contrôle. Le même contrôle qu'il utilisait quand j'avais 16 ans, et qu'il m'avait fait annuler le bal de promo parce que mes notes avaient baissé d'un seul point. Le même contrôle qui lui avait fait garder ma lettre d'acceptation à Annapolis pendant 3 semaines, avant de finalement me la tendre avec ces mots, « Tu le regretteras ». Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté dans la cuisine, à fixer la lumière du frigo et à écouter la pluie contre la fenêtre. David est entré doucement, en se frottant les yeux. « Tu penses encore à lui. » J'essaie de ne pas le faire, ai-je dit, mais c'est comme s'il m'avait entraîné à attendre le prochain ordre. Il s'est appuyé sur le comptoir. Alors désentraîne-toi. Tu n'es plus son soldat. J'ai souri faiblement. Non, je ne le suis plus. Le lendemain matin, je suis allé à la chapelle de la base avant le lever du soleil. Je n'étais pas là pour prier pour lui, pas encore, mais pour me ressaisir. L'aumônier, un vieux marine que je connaissais depuis mon premier déploiement, m'a remarqué, assis seul. « Commandant Carter », dit-il en prenant place sur le banc à côté de moi. « Vous avez l'air de quelqu'un qui mène une guerre non officielle. » J'ai soupiré. « Comment avez-vous deviné ? » Parce que vous êtes en uniforme avant 6 heures et que vous ne tenez pas de café. J'ai souri malgré moi. Il a attendu, puis a dit à voix basse, « Certaines batailles ne visent pas la victoire. Elles visent la survie du cœur. J'ai l'impression de perdre les deux. » Il a hoché la tête. « Vous gagnerez quand vous n'aurez plus besoin qu'ils comprennent. » Ces mots sont restés. Une semaine plus tard, j'ai reçu une enveloppe manuscrite. Pas un SMS, pas un email, une vraie lettre. L'écriture de mon père, nette et familière. « Émilie, tu as oublié d'où tu viens. Ton frère et moi avons des difficultés, et toi, tu es là-bas à prétendre être meilleur que nous. Tu peux garder tes médailles. Tu mourras seul avec elles. Papa. » Pas de salutation, pas de chaleur en conclusion, juste ça. J'ai plié la lettre 1 fois, 2 fois, puis je l'ai mise dans le tiroir de la cuisine, sous les couverts. Je ne l'ai pas déchirée. Je ne l'ai pas brûlée. J'ai juste refusé de lui accorder une cérémonie. Ce soir-là, j'ai tout raconté à David, le café, la lettre, le passé. Il a écouté en silence, puis a dit, « Alors, qu'est-ce que tu veux faire ?»« Rien », ai-je répondu. Il veut une réaction. Je lui donnerai de la distance. David a hoché la tête, bien que son front se soit plissé. La distance ne fonctionne que si les deux camps arrêtent d'avancer. J'ai levé les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a déjà fait un pas vers toi 1 fois. Et s'il le refaisait, plus fort? Ces paroles sont restées en suspens dans l'air. 2 jours plus tard, alors que je terminais un briefing d'entraînement, mon téléphone a vibré.
Numéro inconnu. J'ai répondu instinctivement. Une voix bourrue a dit, « Est-ce que je parle au commandant Carter ?» Oui. C'est l'officier Grant, de la police de Norfolk. Nous sommes devant votre résidence avec un certain monsieur Thomas Carter. Il dit qu'il est votre père. Mon estomac s'est noué. Pourquoi? Ai-je demandé, en essayant de paraître calme. Il signale un vol domestique, a dit l'officier prudemment. Il prétend que vous avez retiré des fonds familiaux sans consentement. Nous aimerions éclaircir les choses. J'ai fermé les yeux. Restez là. J'arrive. Quand je suis arrivé au portail 20 minutes plus tard, le vent portait le son des sirènes s'évanouissant au loin. Mon père se tenait entre deux officiers en uniforme, les bras croisés, le visage rouge d'avoir crié. David se tenait à côté du porche, calme et impassible. Au moment où mon père m'a vu en uniforme, il a eu un sourire narquois. Finalement décidé à te montrer, commandant. J'ai fait un pas lent en avant. Tu as amené la police chez moi. Tu as volé ta famille, a-t-il aboyé. Je veux ce qui nous appartient. J'ai rencontré le regard des officiers. Messieurs, cet homme est confus. Voulez-vous voir mon relevé bancaire pour le virement de $1? Ils se sont regardés, essayant de ne pas rire. L'un d'eux a toussé dans sa manche. Monsieur, dit le plus âgé à mon père. Il y a clairement eu un malentendu. La voix de mon père s'est brisée. Elle est ingrate. Assez, ai-je dit sèchement, le ton de commandement le transperçant comme un sifflet. Les officiers se sont redressés instinctivement. David s'est approché. Monsieur, je pense que vous devriez partir maintenant. Les officiers ont guidé mon père vers leur voiture. Alors qu'ils ouvraient la portière, il s'est retourné et a crié, « Tu crois que ton grade te donne raison ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, papa. Ça signifie juste que j'ai mérité ma paix. Cette nuit-là, après le départ de la police, David m'a trouvé assise à la table de la salle à manger, les mains tremblant encore légèrement. Il a demandé doucement, « Ça va ?» Ouais, ai-je dit. Je crois que ça va, enfin. Parce que parfois, il faut le son des sirènes devant chez soi pour réaliser que ce n'est pas vous qui avez perdu le contrôle. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube. Le ciel au-dessus de Norfolk était encore d'un bleu d'encre, et l'air sentait légèrement le sel de mer et l'asphalte humide de la pluie de la nuit. David dormait à côté de moi, sa respiration lente et régulière. Mais je ne pouvais pas me reposer. Je me suis habillé en silence, enfilant mon uniforme bleu marine, et je suis sorti. Le porche était encore humide, le paillasson boueux à cause des bottes des policiers qui s'étaient tenus là la nuit précédente. La voix de mon père résonnait encore faiblement dans mon esprit. Tu crois que ton grade te donne raison. Ce ton, ce mélange d'amertume et de contrôle. C'était la même voix qui m'avait suivi toute ma vie. Mais la nuit dernière, c'était la première fois que je lui répondais en égal, en tant que femme qui n'avait plus besoin de sa permission pour se tenir droite. Pourtant, une partie de moi souffrait. On ne désapprend pas en une nuit 30 ans de désir d'approbation paternelle. À 7 heures, je me suis présenté à la base. Le chef Ramos a levé les yeux dès que je suis entré dans la salle des opérations. Son habituel sourire narquois avait disparu. « Bonjour, madame, dit-il avec prudence. J'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis sûr que tout le monde l'a entendu, ai-je répondu en laissant tomber mon dossier sur la table. Mettons-nous au travail. Il a hésité. Pour ce que ça vaut, les officiers à la porte ont dit que vous avez géré ça comme une pro. J'ai esquissé un petit sourire. Bien, parce que c'est exactement ce que je suis. Nous nous sommes plongés dans le briefing logistique. Mais pendant tout ce temps, je sentais le poids des ragots non dits planer au-dessus de moi. Tout le monde était poli, respectueux même, mais je pouvais le sentir. Les murmures, les regards curieux, les questions que personne n'osait poser. Pourquoi son père appellerait-il la police contre elle? À 11 heures, je me suis excusé et je suis allé à la chapelle de la base. Elle était vide, à l'exception de l'aumônier qui polissait des chandeliers en laiton. Il a levé les yeux. Semaine difficile, commandant. Je me suis assise sur le banc du fond. On peut dire ça. Vous voulez en parler? Pas vraiment, mais je n'arrive pas à arrêter de rejouer la scène. Il a hoché la tête d'un air entendu. Les blessures familiales ne respectent pas le grade, n'est-ce pas? Non, monsieur, ai-je dit doucement.
Elle prime sur tout le reste. Le soir, j'étais de retour à la maison. David avait préparé le dîner, sa façon de dire « tout va bien entre nous ». J'ai essayé de manger, mais mon appétit avait disparu. Il a finalement dit « tu devrais probablement appeler ta mère ». Elle m'a envoyé des SMS. J'ai levé brusquement les yeux. Elle t'a envoyé des SMS? Il a hoché la tête. Elle a dit que ton père est embarrassé, mais qu'il ne sait pas comment te joindre. Elle veut arranger les choses. J'ai repoussé mon assiette. Arranger les choses? Il a amené la police à notre porte, David. Je sais, mais peut-être qu'elle essaie de faire la paix. La paix sans excuse n'est pas la paix, ai-je dit sèchement. Il n'a pas argumenté. David avait appris que le silence était parfois plus sûr que la logique. Cette nuit-là, j'ai rêvé que j'avais de nouveau 12 ans, debout dans notre ancien salon, tenant un bulletin de notes avec que des A. Mon père regardait la télé, levant à peine les yeux. Quand il l'a finalement fait, il a dit « tu feras mieux la prochaine fois ». Même endormi, j'ai ressenti cette vieille piqûre. Le lendemain, j'ai été convoqué dans le bureau du commandant de la base. Le capitaine Harris était un homme grisonnant, avec le genre d'autorité calme qui venait d'années de commandement et de trop de tasses de café noir. « Asseyez-vous, Carter » a-t-il dit. « Oui, monsieur. » Il s'est penché en arrière dans son fauteuil. J'ai reçu un appel ce matin des forces de l'ordre local à propos de la nuit dernière. Je me suis figé. Monsieur, Il a levé la main. Détendez-vous. Vous n'avez pas d'ennui. Ils ont dit que vous vous êtes comporté de manière professionnelle, mais je voulais m'assurer que vous teniez le coup. Ce genre de situation familiale peut ébranler même les plus durs d'entre nous. Je vais bien, monsieur. Il m'a étudié un long moment. Vous me rappelez moi-même à votre âge. Je pensais pouvoir maîtriser la douleur par la discipline. Il s'avère que la douleur ne suit pas les ordres. Ces paroles ont touché plus profondément que je ne l'attendais. Permission de parler librement, monsieur, ai-je demandé. Il a hoché la tête. Je ne comprends juste pas comment un homme peut être à la fois un père et un ennemi. Il a soupiré. Parfois, il commence comme père, et nous nous transformons en soldats qu'ils ne peuvent plus commander. C'était la chose la plus vraie que quelqu'un m'ait dite depuis des années. Ce soir-là, j'ai décidé de répondre au message de ma mère. Il était court. Maman, je suis en sécurité. S'il te plaît, ne venez pas ici. J'ai besoin d'espace. Elle a répondu en quelques minutes. Ton père se sent humilié. Il dit que tu l'as fait passer pour un faible. S'il te plaît, appelle. J'ai fixé le message jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Puis j'ai verrouillé le téléphone et l'ai jeté sur le comptoir. David me regardait. Tu ne leur dois rien, tu sais. Je sais, ai-je dit doucement. Mais une partie de moi veut toujours l'entendre dire qu'il est désolé. Penses-tu vraiment qu'il le fera? J'ai secoué la tête. Non, il ne sait pas comment. 2 jours plus tard, j'étais à la salle de sport de la base quand j'ai vu un visage familier entrer. L'officier Grant, l'un des policiers de cette nuit-là. Il m'a repéré et a hoché la tête respectueusement. Commandant Carter. J'ai rendu son salut. Officier, tout va bien? Oui, madame. Je pensais juste que vous devriez savoir que votre père est repassé au poste. Mon estomac s'est serré. Pourquoi faire? Il a dit qu'il voulait retirer la plainte, mais il a aussi laissé ça. Il m'a tendu un morceau de papier plié. À l'intérieur, l'écriture de mon père. Tu as changé. Tu penses que le respect est dû, pas mérité. Quand tu retrouveras la raison, tu sais où nous trouver. Je l'ai plié soigneusement et le lui ai rendu. Vous pouvez le garder. L'officier a hésité. Vous êtes sûr? Oui. J'ai déjà lu toutes les versions de cette lettre toute ma vie. Il a hoché la tête et est parti sans un mot de plus. Je me suis assise sur le banc, les coudes sur les genoux, le cœur battant plus fort que lors de n'importe quel déploiement. Parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de douloureux, mais de libérateur, mon père n'était pas en colère que je lui désobéisse. Il était en colère que je n'ai plus besoin de lui. Ce week-end-là, David et moi sommes partis à la campagne pour respirer. Plus nous nous éloignions de Norfolk, plus il devenait facile de penser clairement. Nous nous sommes arrêtés dans un restaurant de bord de route,
le genre avec des tasses à café délavées et de vieux vétérans échangeant des histoires au comptoir. L'un d'eux a remarqué mon insigne de la Navy et a demandé « Vous servez, madame ?» « Oui, monsieur », ai-je dit avec un petit sourire. « Toujours en service. » Il a hoché la tête. « Bien. Ne laissez personne vous faire oublier qui vous êtes. » C'était une phrase si simple, mais elle a agi comme un baume. Quand nous sommes rentrés ce soir-là, je me suis assise sur le porche et j'ai regardé le coucher de soleil embraser l'horizon d'or. David m'a apporté une tasse de café et s'est assis à côté de moi. « À quoi tu penses ?» a-t-il demandé. « Que certaines personnes vous brisent parce qu'elles ne peuvent pas plier, ai-je dit doucement. Mais je ne me briserai pas. Pas pour lui. Il a souri. C'est ma fille. 2 jours plus tard, j'ai reçu un email du service juridique de la Navy. C'était un avis de courtoisie. Apparemment, mon père avait déposé une plainte informelle auprès de l'État pour harcèlement psychologique et rétention de biens familiaux. Elle n'avait aucun poids juridique, juste une autre tentative de salir ma réputation. J'ai ri en le lisant, non pas parce que c'était drôle, mais parce que j'avais enfin cessé de m'en soucier. Cette fois, je n'ai pas pleuré, pas tremblé, je n'ai même pas appelé David. J'ai simplement écrit une seule phrase en réponse à l'officier juridique. Aucune action requise. Affaire familiale résolue. Puis je suis sorti, je me suis tenu sous le soleil de l'après-midi, et j'ai pris la plus profonde inspiration que j'ai prise depuis des années. L'air était chaud, salé et honnête. Pour la première fois, je me sentais intouchable. Les retombées ne sont pas venues tout de suite. Elles ne le font jamais. Elles s'infiltrent tranquillement, par des chuchotements, par des appels téléphoniques qui cessent d'arriver, par des membres de la famille qui, soudain, ne veulent plus s'impliquer. Environ une semaine après l'incident avec la police, j'ai remarqué que mes réseaux sociaux étaient devenus silencieux. Ma cousine s'est désabonnée. Une tante à qui j'avais toujours envoyé des cartes de Noël a posté quelque chose de vague en ligne sur les enfants arrogants qui oublient d'où ils viennent. Je n'avais pas besoin d'être identifié pour savoir de qui elle parlait. Puis sont venus les appels, non pas de mes parents, mais de personnes qui partageaient leur nom de famille. « Émilie, ma chérie, peut-être que tu devrais juste appeler ton père », a dit tante Carole un matin. Il a traversé beaucoup de choses. J'ai ravalé un rire amer. Moi aussi. Quand même, a-t-elle dit, sa voix douce mais teintée de jugement. C'est ton père. Exactement, ai-je dit. Et les pères n'appellent pas la police contre leurs filles. La ligne est devenue silencieuse. Puis un petit soupir. Tu es trop fière, Émilie. Tout comme lui. Cette partie m'a blessé, parce que c'était vrai. Sur la base, la tempête m'a atteinte de différentes manières. Le chef Ramos a commencé à recevoir des appels étranges, demandant de confirmer mon dossier de service. Quelqu'un, et je n'avais pas à deviner qui, essayait de fouiller dans ma carrière. Un jour, au déjeuner, un jeune enseigne a murmuré « Madame, mon père a vu quelque chose sur vous sur Facebook. Il a dit que vous aviez renié votre famille après être devenu riche. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Vous croyez tout ce que vous lisez en ligne, enseigne ?» Il a rougi. « Non, madame. »« Bien, ai-je dit. Alors retournez au travail. » Mais quand il est parti, j'ai ressenti la même piqûre. Les rumeurs peuvent déjouer même le soldat le mieux entraîné. Ce week-end-là, David a suggéré que nous fassions un tour en voiture pour nous vider la tête. Nous avons préparé des sandwichs et nous sommes dirigés vers Virginia Beach. C'était le printemps, assez chaud pour les joggeurs et les touristes, mais assez calme pour réfléchir. Nous avons marché le long de la promenade, l'océan scintillant sous un soleil doux. David nous a acheté des limonades chez un vendeur et a dit « Tu sais quel est ton problème, commandant ?» J'ai haussé un sourcil. « Attention, marin. » Il a gloussé. « Tu as passé toute ta vie à essayer de gagner des guerres qui ne peuvent pas être gagnées. Ton père n'est pas un ennemi que tu bats. C'est une tempête que tu surpasses. » J'ai siroté ma boisson. Les tempêtes causent quand même des dégâts. Bien sûr, a-t-il dit, mais tu ne reproches pas à la pluie d'être de la pluie. J'ai fixé l'horizon pendant un long moment. Il était fier de moi, avant, tu sais. Quand j'ai été accepté à Annapolis, il m'appelait sa pionnière. David a hoché la tête. Et puis quoi? Je crois qu'il a réalisé que j'ouvrais une voie qu'il ne pouvait pas suivre. Ce soir-là, de retour à la maison,
nous avons trouvé une enveloppe collée sur notre boîte aux lettres. Mon estomac s'est noué avant même que je la touche. C'était de ma mère. L'écriture était douce, prudente, comme si elle craignait que je la déchire avant de la lire. Émilie, je sais que les choses sont allées trop loin. Ton père est en colère, mais au fond, il a honte. Il ne sait plus comment te parler. S'il te plaît, appelle-nous. Avec amour, maman. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce qu'il avait fait, juste un plaidoyer pour que je lui facilite à nouveau la tâche. J'ai plié la lettre et l'ai posée sur le comptoir. David regardait en silence de l'autre côté de la cuisine. Tu ne vas pas appeler, n'est-ce pas? A-t-il dit. Non, ai-je dit doucement. Pas tant qu'il n'aura pas dit les mots que j'attends depuis 30 ans. Je suis fier de toi. J'ai secoué la tête. Je suis désolé. Le travail est redevenu mon refuge. J'ai pris des quarts supplémentaires, je me suis porté volontaire pour les rotations de service de nuit. Quand on est entouré d'ordre et de hiérarchie, la douleur semble gérable. On peut la classer, l'étiqueter, la contrôler. Mais la nuit, quand je rentrais à la maison, le silence devenait plus fort. David essayait de le combler avec de la chaleur, des dîners, des films, des petites blagues, mais j'étais trop enfermé en moi-même. Un soir, il a dit, tu sais, j'ai épousé une Névicile, pas un fantôme. Cela m'a arrêté net. Je suis là, ai-je dit doucement. Il a secoué la tête. Non, tu es toujours dans cette maison avec lui. Tu te promènes comme si tu attendais la permission de respirer. Ce n'est pas vrai. Alors respire, Émilie. Pour une fois, vis comme s'il n'avait pas le droit d'écrire le scénario. Je me suis détourné, clignant rapidement des yeux. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais, a-t-il dit, sa voix s'adoucissant. Mais si quelqu'un peut le faire, c'est bien toi. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel du bureau des ressources humaines de la base. Commandant Carter, a dit l'officier, nous avons reçu une lettre anonyme alléguant une inconduite dans vos finances familiales. Nous savons que c'est faux, mais nous devions vous en informer. J'ai presque ri. Laissez-moi deviner qui l'a envoyé. Je suis désolé, madame. Nous devons la classer, mais elle sera rejetée. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je suis resté assise en silence. C'était là, une autre attaque. Mais au lieu de la colère, j'ai ressenti un calme inattendu. C'était sa dernière ruse, essayer de tâcher ce qu'il ne pouvait pas contrôler. Ce soir-là, je suis allé faire un long footing le long du port. L'air était vif, l'eau reflétant les lumières de la ville comme des étoiles éparpillées. Chaque pas semblait me débarrasser d'une couche, l'attente, la culpabilité, la honte. Quand je suis rentré, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit une seule ligne sur la page. Famille ne signifie pas obéissance. Ça signifie respect. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Tu as monté tout le monde contre moi. J'espère que tu es heureuse. Pas de signature, mais je n'en avais pas besoin. Pendant un long moment, j'ai juste fixé les mots. Puis, j'ai supprimé le message et bloqué à nouveau le numéro. Après ça, je me suis versé une tasse de thé, je suis allé sur le porche et j'ai regardé la rue calme. Quelque part au loin, le klaxon d'un train a résonné, profond, lugubre, s'évanouissant dans la distance. Je me suis murmuré, laisse tomber. Et pour une fois, je le pensais. Le lendemain matin, quelque chose de petit mais de puissant a changé en moi. Je me suis réveillé avant mon réveil, j'ai préparé le petit déjeuner et le déjeuner de David avant même qu'il ne descende. Il a eu l'air surpris. Ça va? Je crois que oui, ai-je dit, pour la première fois depuis un moment. Il a souri. Alors, qu'est-ce qui a changé? J'ai arrêté de me battre contre des fantômes, ai-je dit simplement. Ils ne peuvent pas vous entendre de toute façon. Ce dimanche-là, je suis retourné à l'église pour la première fois depuis le mariage. Je me suis assise au dernier rang et j'ai écouté. Pas pour le pardon, pas pour des conseils, juste pour le silence. Et dans ce silence, j'ai trouvé quelque chose qui ressemblait presque à la paix. Je n'avais pas besoin de leur validation. Je n'avais pas besoin de leurs excuses. J'avais seulement besoin de croire que j'étais suffisante telle que j'étais. Et pour la première fois, c'était le cas. L'été est arrivé à Norfolk, lourd de chaleur et d'un pardon que je n'étais pas prête à donner. L'air sentait l'herbe coupée et le goudron qui chauffait sur les routes.
David et moi nous sommes installés dans de petites routines, les samedis au marché fermier, les soirs de semaine à marcher le long du port jusqu'à ce que le ciel devienne lavande. Je portais plus souvent mes cheveux détachés, je riais plus facilement, j'ai appris les noms du couple de personnes âgées d'à accent grave côté qui nous saluaient depuis leur balancelle au crépuscule. La paix avait une forme maintenant. Elle ressemblait à la vie ordinaire. Puis le pasteur de ma ville natale a appelé. J'ai reconnu son numéro avant de répondre. Je ne lui avais pas parlé depuis avant le mariage, depuis la préparation qu'il avait proposée autour d'un café, des écritures et de bon sens. À l'époque, il m'avait gentiment demandé si je pensais que mon père serait présent. J'avais dit oui. J'y avais cru comme au lever du soleil. Commandant Carter, dit-il, glissant mon grade entre la nostalgie et le respect. Avez-vous une minute? Oui, ai-je dit, stabilisant ma voix contre les nouvelles qu'il apportait. Je déteste être celui qui vous l'annonce, dit-il, mais le mariage de votre frère a été reporté, voire annulé. Je me suis affalé sur une chaise de cuisine et j'ai fixé le réfrigérateur, une carte postale de l'Atlantique, pressée sous un aimant en forme d'encre. Pourquoi? Eh bien, il a fait une pause, choisissant le chemin le plus doux. Il y a des dettes, plus que la fiancée ne le savait, des comptes en souffrance. Une voiture qu'il disait posséder entièrement, mais ce n'est pas le cas. Et une autre personne qui se croit aussi fiancée à lui. J'ai laissé échapper un souffle qui ressemblait à une confession. Ça lui ressemble. Je n'appelle pas pour faire des commérages, a ajouté le pasteur. L'entreprise de votre père est également en difficulté. Des saisies fiscales, un entrepreneur qui n'a pas été payé. Il est fier, Émilie. Trop fier pour demander de l'aide. Il dit qu'il est la partie lésée. Mais je pense qu'il est en train de se noyer. Les mots auraient dû ressembler à une justification, ou peut-être au karma en chaussures d'église. Au lieu de cela, ils ont cogné dans ma poitrine comme des pierres. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ai-je demandé. Rien avec quoi vous ne puissiez vivre, a-t-il dit. Parfois, tout ce dont une tempête a besoin, c'est d'un endroit sec pour passer. Il a fait une pause, puis a ajouté doucement, envisageriez-vous de prier pour lui? Non pas pour qu'il change. Mais pour que vous changiez. Après avoir raccroché, j'ai regardé par la fenêtre la route qui scintillait sous la chaleur. Quelque part, une tondeuse à gazon bourdonnait. Un enfant riait 2 maisons plus loin. Je n'étais pas une sainte. Je n'étais même pas une habituée de l'église. Mais j'ai joint les mains sur la table et j'ai murmuré une prière maladroite de toute façon. Mi-supplique, mi-abandon. Mon Dieu, je ne veux pas qu'il soit blessé, ai-je dit dans le silence. Je veux juste qu'il arrête de me blesser. Ce soir-là, j'ai tout raconté à David. Il a mis 2 assiettes sur la table et a écouté sans interrompre, comme il le fait quand une machine parle par clic que personne d'autre ne peut entendre. Alors, a-t-il dit doucement, tu as envie de descendre le voir? J'ai secoué la tête. Si j'y vais maintenant, je serai le plan de sauvetage, et je ne serai plus jamais ça. Tu as le droit de te protéger, a-t-il dit. La protection, ce n'est pas de la vengeance. C'est de l'intendance. J'ai souri à ce mot. Il donnait à mon cœur l'impression d'être quelque chose que je pouvais gérer. Des bilans et des plannings de maintenance, pas des blessures ouvertes. Une semaine plus tard, une autre lettre est arrivée. Celle-ci, de l'écriture inclinée de ma mère. Elle écrivait que la fiancée de mon frère avait quitté leur appartement. Elle écrivait que les fournisseurs appelaient à la maison. Elle écrivait que la banque avait quelques inquiétudes. Entre les lignes, elle écrivait qu'elle avait peur. Je l'ai lu sur les marches arrière alors que la soirée se rafraîchissait et que les azalées le long de la clôture tremblaient sous une brise. Je pouvais voir le visage de ma mère aussi clairement que si elle était en face de moi. Le rouge à lèvres soigné, les yeux tranquilles qui regardaient toujours vers le bas avant de regarder vers le haut. Elle était experte pour prétendre qu'une crise n'était qu'une course compliquée. Je l'aimais, et je lui en voulais de m'avoir fait porter le monde entier sur mes épaules. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je voulais qu'elle souffre, mais parce que chaque réponse de ma part était devenue une confession, je vais arranger ça. Je devais désapprendre cette habitude, comme un mauvais réflexe sur la détente. Les jours s'étiraient. Les étés de Norfolk, des orages éclataient à intervalles réguliers. Grosses gouttes, tonnerre rapide, vapeur s'élevant de la rue ensuite. J'ai couru sous la pluie un après-midi et j'ai pensé à un jour, 20 ans plus tôt,
le premier été où mon père m'avait laissé l'aider à réparer la clôture derrière notre maison. Il m'avait tendu une tarière comme si c'était une épée de cérémonie. Garde la ligne droite, avait-il dit, en montrant une ficelle qu'il avait tendue entre deux coins. L'air était plein de chèvrefeuilles et de terre humide. Je me souviens de ses grandes mains stabilisant le poteau de cèdre alors que nous remettions de la terre autour. Il m'avait montré comment viser le niveau, comment lire la bulle, comment corriger une légère inclinaison. Quand nous avions fini, il avait essuyé son front avec le dos de son poignet et avait inspecté notre travail comme un roi. Puis il m'avait regardé, pas à travers moi, pas autour de moi, et avait dit, « Bien. Ça tiendra. » Assise sur le trottoir devant notre maison à Norfolk, trempée de pluie et de souvenirs, j'ai pleuré pour la fille qui croyait que cette phrase signifiait que moi, je tiendrais. Pendant des années, je l'avais fait. J'avais été le niveau, la ligne, le poids stable contre l'inclinaison. Mais les clôtures ne peuvent pas tout retenir. Les filles non plus. Le pasteur a rappelé 2 semaines plus tard. Votre père m'a demandé de vous dire qu'il veut parler. Il a dit qu'il ne s'excusera pas. Il m'a demandé de ne pas le dire en son nom, mais il m'a demandé de vous dire qu'il est. Il est fatigué. Fatigué. L'homme que je connaissais était alimenté par la fierté, la caféine et la conviction que les sentiments des autres étaient exagérés. Le mot ne correspondait pas à sa silhouette. Il m'a surprise. Merci, ai-je dit au pasteur, d'être le pont sans me pousser à le traverser. Il a gloussé doucement. Les ponts se contentent de tenir. Les gens décident s'ils marchent. Certaines nuits, je ressentais l'envie de descendre, de me tenir en face de mon père dans la cuisine où j'avais fait mes devoirs pendant qu'il corrigeait des copies. J'aurais pu lui parler des recrues que j'encadrais, de la fille du Kansas qui avait battu son record au mile, du garçon du Maine qui écrivait à la maison tous les dimanches et appelait sa grand-mère avant l'extinction des feux. J'aurais pu lui présenter une pile de preuves que j'avais bâti une vie à la fois douce et forte. J'aurais pu lui demander d'être fier, juste une fois. Au lieu de cela, j'ai écrit une simple carte postale, le phare de Cap Henry, une barre blanche sur fond bleu. Au dos, j'ai écrit « Je pense à vous ». Je n'ai pas signé « Avec amour », je n'ai pas ajouté mon adresse de retour. Je l'ai adressée à ma mère. Je savais qu'elle la lui montrerait, et je savais qu'il ne saurait pas quoi faire d'un message qui ne donnait pas d'instruction. 1 mois plus tard, j'ai appris la nouvelle comme on apprend la plupart des nouvelles maintenant, de 3e main, un jour de semaine, entre 2 tâches. Ma cousine m'a envoyé un message disant que le mariage de mon frère était officiellement annulé. Il est au plus mal, a-t-elle écrit. Ne l'achève pas, j'ai fixé l'écran, ne ressentant ni triomphe, ni soulagement. Seulement une douleur lasse pour un garçon qui avait grandi en apprenant que quelqu'un d'autre paierait. Nous avions tous deux hérité d'un grand livre. Son encre coulait vers les dettes, la mienne vers les obligations. Peut-être étions-nous la même leçon, écrite en 2 langues. Ce soir-là, David m'a trouvé en train de plier le linge avec le genre de soin furieux réservé au deuil. Il a pris une chemise de mes mains et a dit « Laisse-la se froisser ». J'ai ri, et le son m'a surprise. Puis j'ai dit « Tu penses que j'ai le cœur dur ?» Il a secoué la tête. Je pense que tu apprends à mettre ton cœur là où les gens ne peuvent pas le piétiner. Nous nous sommes assis par terre, avec des serviettes propres empilées autour de nous comme de petites barricades douces. La maison était calme. Même l'horloge semblait respirer plus lentement. Avant de me coucher, je suis sorti sur le porche. Le ciel au-dessus de Norfolk était clair, les étoiles nettes. Quelque part au loin, la corne d'un navire a retenti, longue, basse, certaine. J'ai fermé les yeux et j'ai revu cette vieille clôture, la bulle du niveau trouvant son centre, le poteau de cèdre s'installant dans la terre. Tiens bon, me suis-je murmuré. Tu tiendras. Et pour la première fois, tenir bon ne signifiait pas porter le poids de quelqu'un d'autre. Cela signifiait rester là où je m'étais planté, et laisser passer la tempête, non pas comme une punition, mais comme la météo. Quand je suis finalement rentré, David dormait déjà. Un bras jeté sur mon côté du lit, comme une promesse. Je me suis allongé doucement et j'ai écouté sa respiration jusqu'à ce que la mienne s'y accorde. Quelque part entre le réveil et le sommeil, j'ai dit une prière silencieuse qui ne demandait ni victoire ni excuse, seulement le genre de miséricorde qui ressemble à de la sagesse. S'il y a une éducation que les Américains plus âgés comprennent, c'est que certaines leçons arrivent lentement et restent pour toujours. La mienne était, les limites sont de l'amour en botte de travail. Le pardon, c'est ne pas laisser la colère choisir votre route. Et l'honneur
le vrai honneur, ne salue pas toujours. Parfois, il refuse simplement de revenir en arrière. C'était fin septembre quand le téléphone a sonné. J'ai failli ne pas répondre. C'était un indicatif régional de Virginie que je ne reconnaissais pas. J'étais à mi-chemin de la relecture d'un rapport pour le commandement, écoutant à moitié le bourdonnement du ventilateur de plafond. La voix à l'autre bout était calme mais ferme. « Commandant Carter, c'est le pasteur Lewis. » Mon cœur a ralenti. L'air dans la pièce s'est épaissi. « Oui, pasteur, » ai-je dit prudemment. « Ça fait un moment. » Il a hésité, puis a dit, « Votre père est à l'hôpital. Insuffisance cardiaque. Il est stable pour l'instant, mais c'est sérieux. » Pendant un moment, je n'ai rien dit. J'avais imaginé cet appel auparavant, lors de mauvaises nuits où la colère se mêlait à la pitié, quand je l'imaginais vieux et plein de regrets. Mais imaginer quelque chose et l'entendre étaient deux guerres différentes. « Quel hôpital ?» ai-je demandé. « Saint-Mariès, à Richmond. »« Je viens », ai-je dit automatiquement. Quand nous avons raccroché, je suis resté assise, immobile, pendant un long moment. David m'a trouvé comme ça, les mains sur les genoux, fixant le vide. « C'était qui ?»« Le pasteur », ai-je dit. « Papa est malade. » Il m'a regardé avec prudence. « Tu veux que je vienne ?» J'ai secoué la tête. « Non, celle-là, je dois la faire seule. » Le trajet jusqu'à Richmond a duré 3 heures. Je n'ai pas allumé la radio. J'ai juste écouté le bourdonnement des pneus sur l'asphalte, le son de ma propre respiration. Les arbres d'automne se sont fondus en traînées d'or et de rouille, comme si le monde avait décidé de s'habiller pour quelque chose de solennel. Quand je suis arrivé à l'hôpital, l'air sentait l'antiseptique et le thym. Une infirmière m'a conduite dans un long couloir. Les néons bourdonnaient doucement au-dessus, trop brillants, trop propres. Ma mère était là, assise dans un coin de la chambre, serrant une tasse en carton de café devenu froid. Elle avait l'air plus petite que dans mon souvenir, comme si le chagrin pesait sur ses épaules depuis des années. Quand elle m'a vu, ses yeux se sont agrandis. « Émilie. »« Salut, maman. » Elle s'est levée, mais ne savait pas si elle devait me prendre dans ses bras ou s'excuser. Finalement, elle a juste tendu la main et a touché ma manche. Le compromis d'une mère, entre l'amour et la peur. « Il dort » a-t-elle dit. « Il ne sait pas encore que tu es là. » J'ai hoché la tête. « C'est pas grave. » Je me suis tourné vers le lit. Mon père avait l'air pâle, presque translucide sous les lumières crues. Les tubes, les moniteurs, la montée et la descente peu profonde de sa poitrine, tout cela le faisait paraître petit, trop humain. Pendant un long moment, je suis resté là. C'était l'homme qui avait construit des clôtures, des règles et des hiérarchies. L'homme qui m'avait appris à saluer avant même que je ne porte un uniforme. L'homme qui m'avait dit un jour que les larmes, c'est ce qui arrive quand les gens faibles sont à court de mots. Maintenant, il était silencieux, et je n'avais pas de mots non plus. Cette nuit-là, j'ai dormi dans un motel voisin. Le climatiseur cliquetait comme s'il était hanté, et je suis resté éveillé, à fixer le plafond fissuré. Vers minuit, ma mère a appelé. « Il est réveillé » a-t-elle murmuré. « Il a demandé après toi. » J'étais là en moins de 15 minutes. Quand je suis entré dans la chambre, il a levé les yeux. Sa voix était faible mais claire. « Je ne pensais pas que tu viendrais. » J'ai failli ne pas venir, ai-je dit honnêtement. Il a esquissé un léger hochement de tête. Logique. Nous nous sommes regardés. 2 soldats de part et d'autre d'une guerre. Aucun n'avait voulu se battre. Finalement, il a dit, toujours en uniforme. Toujours, ai-je répondu. Il a gloussé faiblement. Je savais que tu ferais quelque chose de ta vie. Je ne savais juste pas que ce serait si loin de nous. C'est toi qui m'as poussé loin, papa. Il a détourné le regard. J'essayais de te rendre forte. Tu as réussi, ai-je dit doucement. Mais tu m'as aussi rendu seul. Cela l'a réduit au silence. Les moniteurs bipayaient régulièrement, comblant le vide entre nous. Après un moment, il a dit, je ne t'ai jamais détesté, tu sais. Je sais. Je ne savais juste pas comment aimer quelqu'un que je ne pouvais pas contrôler. Ces mots, bruts, maladroits, humains, ont brisé quelque chose en moi. Je me suis assise au bord du lit et j'ai pris sa main. La même main qui avait un jour frappé la table quand j'avais dit que je rejoindrais la Navy.
La même main qui avait tenu un marteau pour construire cette clôture il y a si longtemps. Tu n'as plus besoin de me contrôler, ai-je murmuré. Tu as juste besoin de te reposer. Il a hoché la tête, les yeux vitreux de larmes non versées. Le lendemain matin, j'ai aidé ma mère à remplir des papiers pour l'hôpital. Elle n'arrêtait pas de s'excuser pour des choses qu'elle ne nommait pas. La police, les lettres, le silence. J'aurais dû l'arrêter, a-t-elle dit. Tu n'aurais pas pu, ai-je dit doucement. Personne n'aurait pu. Il devait s'arrêter lui-même. Quand elle s'est détournée pour cacher ses larmes, j'ai pris la vieille bague de mon père, celle qu'il portait quand il enseignait, sur la table, et je l'ai tenue. Elle était rayée, terne et lourde. Une infirmière est entrée. Commandant Carter, a-t-elle dit doucement, me reconnaissant grâce à mon badge. Il nous a dit que vous étiez militaire. Il a raconté des histoires sur vous au personnel. Des histoires, ai-je demandé. Elle a souri. Il a dit que sa fille est plus dure que la moitié de la Navy. Il a dit qu'elle le rend fier. Je n'ai pas pleuré à ce moment-là, mais quand je suis sorti dans le couloir, je me suis appuyé contre le mur, j'ai fermé les yeux, et j'ai laissé le poids de ce mot s'installer, fier. Ce soir-là, avant de rentrer à Norfolk, je suis allé le voir une dernière fois. Il était à moitié endormi, pâle mais paisible. Il a ouvert un œil. Tu pars déjà. Je reviendrai, ai-je dit. Ne te dérange pas si je ne m'en sors pas, a-t-il murmuré. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai souri faiblement. Tu t'en sortiras. Tu es trop têtu pour abandonner maintenant. Il a eu un sourire narquois, un fantôme de son ancien lui. Tu tiens ça de moi. Peut-être, ai-je dit. Mais j'ai appris la grâce de maman. Il a hoché la tête, fermant les yeux. C'est bien. Tu auras besoin des deux. Le retour à la maison fut long et silencieux. À mi-chemin, je me suis arrêté près d'une petite chapelle de bord de route, une de ces églises de campagne peintes en blanc qui semblent détenir des secrets. Je suis entré, je me suis assise au dernier rang et j'ai murmuré, « Merci de m'avoir permis d'être là avant qu'il ne soit trop tard. » Je ne savais pas si je parlais à Dieu, au destin, ou à la partie de moi qui était restée en colère trop longtemps. Peut-être aux trois. Quand je suis sorti, le soleil se levait. J'ai conduit le reste du chemin dans sa lumière. David attendait sur le porche avec 2 tasses de café. Comment c'était? Difficile, ai-je dit. Mais juste. Il a hoché la tête. C'est généralement comme ça qu'on ressent les choses justes. Nous nous sommes assis ensemble, regardant le ciel s'éclaircir. Pour la première fois depuis des années, le silence entre mon père et moi ne résonnait pas. Il s'était simplement terminé. Le printemps est revenu à Norfolk l'année suivante, doux et doré. Les cornouillers ont fleuri tôt, et la base était de nouveau vivante de nouvelles recrues, toutes nerveuses, toutes pleines d'énergie, toutes convaincues que le travail acharné pouvait tout réparer. Je me voyais dans leurs visages. Je voyais aussi à quel point je m'étais trompé, autrefois, de penser que la force signifiait l'isolement. Cela faisait 6 mois que mon père était décédé. Il avait survécu à l'hiver, assez longtemps pour une dernière conversation, un adieu déguisé en banalité. Il s'était éteint tranquillement à la maison, ma mère lui tenant la main. Elle m'a appelé juste après le lever du soleil. Sa voix était calme, presque formelle. Il est parti, Émilie. Il a dit qu'il t'aimait. J'étais au port à ce moment-là, regardant un destroyer glisser vers la mer. Je me souviens de l'odeur de diesel et de sel, des mouettes fendant le matin gris. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté là et j'ai murmuré, « Bon vent, papa. » Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Les funérailles furent modestes, comme il le voulait. J'ai porté ma tenue blanche de la Navy, à la demande de ma mère. Certains parents n'ont pas croisé mon regard. D'autres l'ont fait, avec quelque chose comme de la honte ou de la gratitude. Je n'avais besoin ni de l'un ni de l'autre. Je me suis juste tenu au garde à vous quand l'aumônier a parlé, et j'ai écouté la sonnerie aux morts. Après la cérémonie, j'ai aidé ma mère à monter dans sa voiture. Elle avait l'air fragile, comme si l'année écoulée l'avait vieilli de 10 ans. « Merci d'être venu, a-t-elle dit. Je le devais, ai-je répondu. Il m'a appris à être présente, même quand ça fait mal. Elle a hoché la tête. Il était fier de toi, tu sais. Il ne savait juste pas comment le dire. Je sais, ai-je dit. Je l'ai dit pour nous deux. Nous nous sommes serrés dans les bras,
vraiment serré, pour la première fois depuis des années. Un mois plus tard, un petit paquet est arrivé à ma porte. À l'intérieur, une enveloppe avec l'inscription « Pour Émilie » de la part de papa. L'écriture était faible, mais reconnaissable. Chaque lettre appuyait trop fort, comme s'il gravait les mots dans le papier. Émilie, si tu lis ceci, c'est que je suis probablement à court de temps. Je ne sais pas comment m'excuser correctement. J'ai toujours pensé que les excuses rendaient un homme petit. Mais peut-être que c'est dans la petitesse que commence le pardon. Tu avais raison de tenir bon. Tu avais raison de partir. J'ai essayé de t'élever pour que tu sois forte. Tu as fini par être plus forte que ce que je pouvais gérer. J'ai appelé les flics parce que je ne pouvais pas m'appeler moi-même à l'ordre. Dis à ton mari que je le respecte. Il a été à tes côtés comme j'aurais dû l'être. Tu feras mieux que moi. C'est ce que chaque parent devrait vouloir. Papa. La lettre sentait légèrement l'huile de moteur de son atelier, j'ai deviné. Je l'ai lue 3 fois, puis je l'ai repliée et l'ai mise dans le tiroir de mon bureau, à côté de mes médailles. Pas au-dessus, pas en dessous, à côté. Égal. Cet été-là, la vie a recommencé, par petites touches ordinaires. Ma mère a commencé à appeler tous les dimanches soirs, juste pour parler. Elle posait des questions sur le travail de David, sur les nouvelles recrues, sur mon jardin. Son rire s'est adouci au téléphone, plus léger, plus libre. Un soir, elle a dit, « Je pense qu'il serait heureux de nous voir comme ça. » Je le pense aussi, ai-je dit. David et moi avons commencé à organiser des barbecues pour nos voisins. Parfois, quand le grill fumait et que les enfants couraient dans le jardin avec des cierges magiques, je me surprenais à lever les yeux, m'attendant à moitié à voir mon père appuyé contre la clôture, une bière à la main, faisant semblant de ne pas sourire. La douleur n'a pas disparu, mais elle a changé. Elle est devenue plus silencieuse, plus douce, moins une blessure, plus une cicatrice patinée qui me disait que j'avais survécu à quelque chose d'important. Un samedi, j'ai été invité à prendre la parole à la remise des diplômes d'un lycée local. Le directeur m'a présenté comme le commandant Emily Carter, Navy SEAL, et fille du pays. Les applaudissements m'ont surprise. Quand je suis monté sur le podium, le gymnase sentait les fleurs et la cire à parquet. J'ai regardé les rangées de visages, brillants, pleins d'espoir, terrifiés par ce qui allait suivre. Et j'ai pensé à mon père, me regardant une fois depuis une chaise pliante dans ce même gymnase. J'ai pris une profonde inspiration. Quand j'avais votre âge, ai-je commencé, je pensais que le respect venait des titres, des médailles, des réussites. J'avais tort. Il vient de la façon dont vous traitez les gens, surtout quand ils ont cessé de bien vous traiter. Certains d'entre vous quitteront la maison et découvriront que les personnes qui auraient dû vous aimer le plus ne savaient pas comment faire. Ne portez pas cette colère pour toujours. Elle devient lourde. Apprenez à la déposer, même s'ils ne vous le demandent jamais. Parce que le pardon, ce n'est pas les laisser gagner, c'est vous laisser vous reposer. La salle était silencieuse. Quelques parents ont hoché la tête. Une fille au premier rang a essuyé ses yeux. J'ai souri et j'ai dit, et appelez vos mères. Elles s'inquiètent plus que vous ne le pensez. Le rire qui a suivi a ressemblé à un rayon de soleil perçant les nuages. Cette nuit-là, je me suis tenu de nouveau sur le porche, un café à la main, regardant les lampadaires s'allumer. David m'a rejointe, passant un bras autour de mes épaules. « Tu as bien parlé aujourd'hui » a-t-il dit. « Merci » ai-je répondu. Je leur ai juste dit ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise plus tôt. Il a fait un signe de tête vers le ciel. Ton père aurait aimé ce discours. Peut-être, ai-je dit, ou peut-être qu'il m'aurait dit de le raccourcir. Nous avons tous les deux ri. Puis j'ai murmuré, presque pour moi-même, je crois qu'il m'a enfin entendu, où qu'il soit. David a serré mon épaule. Tu penses qu'il est fier maintenant? J'ai levé les yeux vers les étoiles silencieuses. Ouais, ai-je dit. Et moi aussi. Une semaine plus tard, je me suis retrouvé à l'église où je m'étais marié autrefois, sans famille dans les rangs. Cette fois, elle était remplie d'amis, de collègues, de voisins. Une de mes recrues se mariait, et elle m'avait demandé de la conduire à l'hôtel, car son père ne pouvait pas être présent. Alors que la musique commençait, je l'ai accompagnée dans l'allée. Elle a murmuré, « Je suis nerveuse. » J'ai souri. « Alors tu fais ça bien. » Quand nous sommes arrivés à l'hôtel, elle a serré ma main. « Merci d'être venu. » Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne l'attendais.
Merci d'être venu. C'est tout ce que j'avais toujours voulu de mon père, de n'importe qui. Et maintenant, je comprenais, parfois, la façon dont on guérit, c'est en étant la personne dont on avait besoin autrefois. Ce soir-là, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, je me suis tenu seul devant l'église. Le ciel brûlait d'or et de rose, les mêmes couleurs qui avaient encadré mon propre jour de mariage des années auparavant. J'ai murmuré dans la lumière déclinante, « Je te pardonne, papa. Et je me pardonne aussi. » Puis je me suis retourné et j'ai marché vers la voiture où David attendait, l'avenir ouvert comme une mer calme. Si quelqu'un vous a un jour fait vous sentir invisible à votre propre table, j'espère que vous lui garderez quand même une place. Pas pour lui, mais pour vous. Parce que parfois, le plus grand acte de vengeance n'est pas le silence, ni la distance, ni la force. C'est la paix. Et la paix, mes amis, demande aussi du courage.